Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci d'être venus nombreux pour cette rencontre où nous sommes nous-mêmes assez nombreux sur scène. Informer vite ou informer bien, instantanéité contre analyse critique, tel est le sujet éminemment actuel de notre rendez-vous que nous vous proposons dans le cadre de ces Voix d'Orléans 2019. À l'heure, en effet, des réseaux sociaux, des sites d'information, mais aussi des chaînes d'information continue, à l'heure où, pour reprendre ce qu'écrit Pierre Bergougnoux dans Faute d'égalité, le moindre incident est filmé 50 fois, immédiatement diffusé, commenté, exploité, à l'heure où tout semble aller très vite, trop vite, où les news se succèdent les unes aux autres et sont délivrées, déversées sans laisser la place, semble-t-il, à la réflexion, où montrer et dire semblent se suffire à eux-mêmes et être impropres à l'analyse, le temps de l'information est aujourd'hui plus que jamais questionné. Ce temps sans hiérarchie de l'information en continu, immédiate et superficielle, sans mémoire ni morale, le temps sans issue de la terreur dont la médiatisation instantanée nous saisit et nous paralyse, tels des lapins pris dans les phares, pour citer Edoui Plenel. Pour questionner ce temps de l'information, nous voici donc en bonne compagnie avec nos 4 invités que je suis très heureux de recevoir aujourd'hui et de vous présenter. Avec nous, tout d'abord, Guy Basset. Guy Basset, bonjour. Donc, Guy Basset, vous êtes philosophe, spécialiste notamment d'Albert Camus, membre fondateur de la Société des études camusiennes. Les Orléanais vous connaissent bien. Vous intervenez souvent dans des manifestations culturelles et des colloques, et vous êtes également vice-président de l'ASLA, l'association de solidarité Loiret-Algérie, ce qui n'est évidemment pas sans rapport avec la figure d'Albert Camus. Vous êtes l'auteur notamment d'ouvrages tels que Camus, La philosophie et le christianisme aux éditions du Cerf, paru en 2012, ou encore plus récemment Camus et les peintres d'Algérie, une longue amitié 1930-1960. Et puis il y a aussi ce livre, Camus chez Charlot, aux éditions Domens. Nous avons également le plaisir de recevoir Edoui Plenel. Edoui Plenel, bonjour. Vous êtes journaliste, président et cofondateur de Mediapart avec, je le répète quand même, Laurent Mauduit, François Bonnet, Gérard Desportes et Marie-Hélène Smiéjean. En 2007, vous faites, avec la création de Mediapart, le pari de la presse en ligne contre la presse papier. Nous reviendrons sur ce moment de rupture. Peut-être avec une presse conventionnelle, une presse peut-être depuis longtemps peu libre ou aux ordres de qui vous nous le direz sans doute dans notre échange. Vous venez de publier l'ouvrage La victoire des vaincus à propos des Gilets jaunes aux éditions La Découverte. Et enfin, nous avons le plaisir de recevoir également Isabelle Roberts et Raphaël Garrigos. Bonjour à tous les deux. Vous êtes respectivement présidente et co-directeur de la rédaction du site web d'information Les Jours, que vous avez lancé en 2016 et qui compte aujourd'hui une équipe d'une bonne vingtaine de journalistes, entre 15 et 20. Vous nous direz, ainsi que vous, Edoui Plenel. Un site d'information donc dans lequel vous traitez l'information sous forme de série que vous nommez Obsession. Alors vous nous expliquerez pourquoi, tout à l'heure. Et vous avez également vous-même, notamment publié en 2016, L'Empire, comment Vincent Bolloré a mangé Canal+, aux éditions du Seuil. Alors après ce long préambule, mais c'était nécessaire parce qu'il fallait quand même que je vous présente tous les 4, je voudrais reprendre la formule mentionnée dans le programme des Voix d'Orléans et dont provient pour ainsi dire le titre de cette table ronde. Informer bien au lieu d'informer vite, préciser le sens de chaque nouvelle par un commentaire approprié, instaurer un journalisme critique et en toute chose, ne pas admettre que la politique l'emporte sur la morale, ni que celle-ci tombe dans le moralisme. Cette phrase est d'Albert Camus. Elle date de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Camus a alors commencé à écrire dans le journal Combat, et il va y décliner ce que la journaliste Macha Seri appelle, je cite, « sa charte de l'information, garante de la démocratie, pour peu qu'elle soit libérée », le terme est mis en exergue, « de l'argent ».
Alors Guy Basset, je me tourne d'abord vers vous. On connaît peut-être davantage, enfin quand je dis on, je me fais partie de ce on, hein, l'écrivain Albert Camus, le dramaturge évidemment, le romancier, moins peut-être le journaliste qu'il a été à Alger républicain, à Combat donc. Quel journaliste était-il Albert Camus et quelle était cette charte de l'information qu'évoque Macha Seri? Alors vous avez tout à fait raison de dire qu'on connaît moins la partie Camus journaliste que la partie Camus écrivain. Il y a bien entendu un lien entre l'un et l'autre, le journalisme nourrissant aussi son œuvre d'écrivain. Mais Camus est d'abord un journaliste complet. Et je voudrais rappeler, c'est une figure emblématique du journalisme, et tous ceux qui ont rencontré des gens qui lisaient Combat à la Libération ou qui lisaient l'Express dans les années 55 restent marqués par cette figure de journalisme et par la tonalité que Albert Camus pouvait donner au journalisme. Albert Camus est un journaliste complet. Je veux dire par là que c'est un homme qui a été sur le terrain. C'est un homme qui a pris des engagements, et des engagements violents, hein, au moment où il fallait le prendre, notamment dans Alger républicain, faisant un reportage très connu qui s'appelle « Misère dans la Kabylie ». Et je dirais, les prises de position de Camus ont abouti au fait qu'il a quasiment été interdit de séjour en Algérie ou interdit de profession en Algérie après 1940. Et que c'est pour ça d'ailleurs qu'il est parti à Paris, où il a d'abord travaillé à Paris Soir, mais sans rédiger une seule lettre, sans rédiger un seul article. Donc c'est un homme qui connaît la profession de journaliste du début à la fin. Il était très proche des ouvriers du livre. Et les éditoriaux de Combat sont des éditoriaux qui se situent aussi à un moment important de la presse. C'est un moment où la presse va renaître après la Libération et où il s'agit effectivement de construire une nouvelle presse, face à une presse qui a été muselée ou qui a été interdite ou qui finalement donnait dans l'assentiment par rapport à la politique actuelle. Donc il y a cette volonté de créer la presse et il y a cette volonté de créer une presse vraie finalement et une presse sans mensonge. Et je crois qu'on peut dire de Camus que tout ce qu'il a fait dans la presse, c'est ça. Alors effectivement, ça passe par une réflexion fondamentale de Camus sur le journalisme, sur les 330 articles signés dans les différents supports qu'il a eus. Il y en a, je crois, environ 30 qui portent sur la presse et sur le rôle de la presse. C'est-à-dire un dixième, finalement. Camus ne pouvait pas pratiquer sa profession de journaliste sans en même temps réfléchir à ce qu'il voulait faire et réfléchir par rapport à son public. Alors effectivement, on a de nombreux textes et les textes, il y a un ou deux textes qu'on peut qualifier de charte du journalisme, sur lesquels il va employer les termes de lucidité, de refus face à la marée montante de la bêtise, d'ironie, et l'ironie étant une arme sans précédent contre les trop puissants, et d'obstination, au sens où, quand il commence à traiter un sujet, il va jusqu'au bout du sujet. On l'a vu dans Alger républicain, dans les différents procès qu'il a suivis, aboutissant à faire reconnaître l'innocence de Michel Audin ou l'innocence de Al-Ogbi. Donc il y a effectivement une obstination pour que la vérité soit faite et que la vérité soit faite contre le mensonge. Je crois que c'est ça, informer vite. Alors, vous avez cité cette phrase « informer bien au lieu d'informer vite ». On la retrouve à plusieurs reprises dans les textes de Camus. Oui. Et vous avez évidemment raison de rappeler que c'était une constante chez lui. Ce qui est assez étonnant, c'est ce que soulignait aussi Macha Seri, c'est que finalement, même si les paroles d'Albert Camus, ce qu'il écrivait, résonnaient par rapport à son temps, évidemment,
c'est ce qu'avait l'air de dire Marcel Serry, c'est que étonnamment, ça semble aussi résonner. Enfin, on entendait lucidité, ironie, obstination, aller jusqu'au bout de. Ça semble résonner aujourd'hui un petit peu aussi avec ce que nous connaissons de la presse et du journalisme. Tout à fait. En quoi ce Camus finalement peut-il encore inspirer J'allais dire, là, les journalistes répondront. Voilà, mais je vais leur laisser la parole, justement. Mais je crois effectivement que ça reste une référence, et que ça reste une référence par rapport à l'éthique du journalisme que Camus voulait mettre en place. Alors, Edoui Plenel, Camus. Oui. Je buvais les paroles de Guy Basset. En plus, on a différentes complicités en l'Algérie, et l'Algérie nous parle. Edmond Charlot, Camus chez Charlot, Edmond Charlot, qui n'est plus de ce monde, a été le premier éditeur de Camus, était une très 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 belle personne. Domain, c'est une petite maison d'édition de Pézenas, où Edmond Charlot a fini les dernières décennies de sa vie. Je buvais d'autant plus les paroles que quand nous avons lancé Mediapart, j'aurais pu, par un vieux refrain personnel, lancer Mediapart sous l'ombre de Peggy. Oui. J'allais en parler à Orléans, aussi, oui. dire bêtement la vérité bête, ennuyeusement la vérité ennuyeuse, tristement la vérité triste. Le texte inaugural du premier numéro des Cahiers de la Quinzaine. Mais en fait, je fus plutôt pour le lancement de Mediapart camusien, et y compris le premier manifeste de Mediapart s'intitule « Combat pour une presse libre ». On pourra le retrouver tout à l'heure à la librairie, si vous voulez, en hommage à Combat. Alors, que disait Camus dans le lancement de Combat, alors que la guerre n'était pas terminée, en août 1944 ? Il disait trois choses, et qui, en effet, sont un passé totalement plein d'à présent. Premièrement, il posait la question de l'indépendance. La question de l'indépendance, car la presse de l'occupation n'était pas uniquement une presse liée à l'occupation. C'était surtout la presse, y compris dite respectable, d'avant l'occupation. Albert Londres, notre métier n'est pas de faire plaisir, non plus de faire du tort. Eh bien, le journal dans lequel paraissaient ces grands reportages a collaboré et a été interdit de reparaître. Le Temps, dans les locaux duquel Le Monde s'est installé, qui était le journal dit de la diplomatie et du Quai d'Orsay, a collaboré, beaucoup d'autres. Vous savez que ça a été un séisme pour la profession de journaliste. Nombre de journalistes ont été interdits de travailler dans la presse d'information générale, politique et générale, après. C'est-à-dire que les élites médiatiques, pour dire franchement, comme des élites économiques, comme des élites politiques, ont accompagné l'affaissement, le renoncement, l'effondrement national. Et donc Camus, face à ça, posait une question. Il disait, si cette presse s'est agenouillée, c'est parce qu'elle était, au fond, corrompue. C'est parce qu'elle était dans une logique où l'argent, le succès, le pouvoir l'emportaient. Donc il posait des questions qui feraient peur à certains aujourd'hui, parce qu'il disait, il faut libérer la presse de l'argent. C'est-à-dire, il faut avoir une presse qui ne vit que du soutien de ses lecteurs. C'est évident, c'est notre mot d'ordre, c'est ce que nous avons essayé de démontrer. La crise d'indépendance. Et nous avons ça en commun avec les Jours et avec tous ceux qui essayent de restaurer une confiance avec le public de cette manière-là. Il disait ensuite une deuxième chose, et c'est une phrase que j'ai beaucoup reprise au moment du lancement de Mediapart. C'est un article, je crois, du 31 août 1944. Il disait « Notre désir, parlant du journalisme clandestin d'occupation, Combat était une feuille clandestine, notre désir, d'autant plus fort qu'il était muet, ne pouvait pas s'exprimer publiquement, notre désir, d'autant plus fort qu'il était muet, était d'élever ce pays en élevant son langage. Élever ce pays en élevant son langage. Je citais ça au lancement de Mediapart en 2008. C'était aussi une présidence qui inaugurait une certaine déchéance du langage politique, à mes yeux. Voilà, bon, casse-toi pauvre con et d'autres formules. Bon, mais au-delà de l'ironie, c'était cette idée que nous, journalistes, nous sommes sommés de faire un journaliste de qualité.
Nous sommes quelque part comme aussi des instituteurs de la République. Nous sommes un journal, c'est une université populaire, c'est la transmission de savoir. Et donc là, nous avons voulu montrer, avec Mediapart, par rapport au thème de ces voix d'Orléans, que la modernité numérique n'était pas forcément synonyme d'abaissement de la qualité. Qu'il n'y avait aucune fatalité à ce que ce soit le flux, l'immédiateté, la superficialité, le clash, le règne des opinions, fût-elle détestable, fût-elle condamnable. Non, on pouvait au contraire, dans cette modernité, qui a aussi une dimension positive, l'immédiateté peut être aussi la possibilité d'un lanceur d'alerte, la possibilité du partage, la possibilité des solidarités, la possibilité des connaissances, eh bien, on a voulu montrer qu'on pouvait utiliser toutes les armes du numérique pour y défendre le meilleur de la tradition. Pas de flux, 3 éditions par jour, des articles qui peuvent être très longs, comme des articles de revue, une documentation beaucoup plus nourrie que sur un journal imprimé, des liens hypertextes, des documents vidéo, audio, des images, des archives, et ainsi de suite. Je ne vais pas développer pour ne pas être trop long. Et le troisième point dans le discours de Camus de l'époque, dans un autre article, dit quelque chose qui peut sembler contraire à l'idée d'abord la vérité, les faits. Hein, dire bêtement la vérité bête. Il dit il faut aussi un journalisme d'idées. Alors ce qu'il voulait dire, c'est qu'il fallait non pas un journaliste qui dit à la société ce qu'elle doit penser à sa place, mais un journalisme qui rencontre son époque, quitte à déranger, quitte à aller à contre-courant. Et il y en a plein d'exemples avec Camus, mais dont l'exemple le plus célèbre, lui qui était issu de la résistance, du combat contre le nazisme, entre les 2 bombes atomiques à l'été 1945, Hiroshima et Nagasaki. La première est tombée et a anéanti une ville, la deuxième n'est pas encore tombée. La dernière page du Monde, une révolution scientifique. Elle est dans le hall du Monde toujours, je crois, et non, c'est la mort de Staline, parce que dans le Monde du Monde, il y a la mort de Staline et il y a mon scoop sur Greenpeace, mais elle est un peu plus cachée. Mais bon, une révolution scientifique. Ce que disait Le Monde, c'était un peu cette fascination de l'époque pour la technologie, y compris la technologie guerrière. Et là, un homme tout seul se dresse et il dit « Notre civilisation technologique a atteint son dernier niveau de barbarie ». Là où tout le monde applaudit, c'est la fin de la guerre, c'est la fin des criminels de guerre, c'est la fin des génocides, c'est la fin, etc. Eh bien, lui, à contre-courant, dit « Qu'est-ce qu'on fait là ?» Et dans quoi bascule-t-on ? Le monde de l'ère atomique, le monde de l'équilibre de la terreur, dans quoi bascule-t-on ? Et là, vous comprendrez aussi la résonance avec ce que nous essayons de défendre. Un journalisme qui est au service de ce droit de savoir du public, mais qui va à la rencontre de la société, qui ne juge pas la société d'en haut. Et vous en avez un exemple sous les yeux, dans le contraste entre notre façon de raconter le mouvement populaire des Gilets jaunes, d'aller le voir au plus près, de montrer sa diversité, de ne pas le réduire à quelques incidents alors qu'il est majoritairement pacifique, de ne pas le ramener à quelques porte-paroles autoproclamés alors qu'il est auto-organisé, de montrer sa dimension collective, illustrée ce week-end par les États généraux qui se tiennent à Saint-Nazaire, où 300 délégations se retrouvent après la première assemblée des assemblées qui s'est tenue à Commercy. Et donc voilà, je voulais dire ces 3 choses qui pour moi sont au cœur de ce qu'on essaye de défendre. L'indépendance économique, seuls nos lecteurs peuvent nous acheter. Deuxièmement, la qualité, l'exigence de qualité, et montrer que contrairement à une vulgate d'en haut, non, le numérique n'est pas forcément la baisse de qualité, mais il est aussi le fait de gagner un public plus populaire, un public plus ouvert, un public plus large, plus divers socialement, plus multiple géographiquement, et troisièmement, être au rendez-vous avec son époque, quitte à déranger. En clair, la vérité, y compris en termes d'idées, n'est pas la propriété de ceux qui ont le pouvoir, de ceux qui font les questions et les réponses. Elle s'élabore collectivement et la presse, comme contre-pouvoir, doit y contribuer. Et puis des formats aussi qui appartiennent qu'au numérique et qui permettent aussi des choses que ne peuvent plus aujourd'hui, ou
les canaux d'information Mais habituels. vous en avez un exemple, je voudrais juste dire, par rapport à quelque chose qui est au cœur des blessures. On en parlera peut-être, hein, comment on rend compte d'une réalité, d'un mouvement social, mais des blessures dans notre société. Le numérique a permis de faire le data le plus complet avec David Dufresne chez nous sur les violences policières illégitimes dans le cadre d'une répression sans équivalent, je le redis, pour avoir été rubricard police pendant 10 ans, pour n'avoir aucun mépris pour le travail des policiers. Ce qui se passe depuis plus de 4 mois et demi comme type, et ce sont des consignes politiques, est totalement inédit. Je voudrais vraiment, et s'il y a de la colère qui parfois a des cibles injustes, hein, évidemment qu'on ne doit pas agresser des journalistes qui sont des travailleurs de l'information, mais c'est aussi le sentiment qu'il y avait un aveuglement par rapport à ça. Oui. C'est pas normal, 23 éborgnés, 5 mains arrachées, une femme tuée, et beaucoup d'autres blessures à mâchoire, irréparables, comme dans des accidents automobiles. C'est pas normal. Et en niant ça, en ne voulant pas voir ça, en ne s'excusant pas de ça, on ne fait qu'ajouter, j'allais dire, que chauffer à blanc notre pays, au lieu d'essayer de trouver des solutions démocratiques et sociales à la crise qu'il traverse. Raphaël Garrigos, Isabelle Robert, j'aurais voulu vous entendre aussi sur la figure de Camus et sur, du coup, un peu en réponse à ce que vient de dire Edoui Plenel, sur la manière que vous avez de concevoir aussi cette presse numérique, comment vous l'avez mise en œuvre, vous, de votre côté, avec Les Jours. Mais déjà, la figure de Camus, est-ce que c'est une figure qui compte pour vous Est-ce que c'est une figure de journaliste, voilà, ou à moins que ce soit Peggy, comme l'a rappelé Louis Plenel, je ne sais pas. C'est assez amusant parce qu'on aurait pu croire que nous serions plutôt sartriens, vu que les Jours ont été fondés en grande partie par des anciens de Libération. Et en fait, on est assez camusien. Je vais revenir sur un des principes de Camus, qui est l'obstination. Ils sont tous importants, mais l'obstination, ça nous parle particulièrement au jour, parce que on travaille par série, c'est-à-dire qu'on a décidé de casser les rubriques de la presse traditionnelle pour s'intéresser aux sujets. Et nos sujets, on les prend, on les agrippe, on ne les lâche pas, et on les appelle des obsessions. Donc, je me retrouve parfaitement dans ce qu'a décrit Guy Basset, et évidemment dans ce qu'a décrit Edoui Plenel, parce que nous sommes créés en 2016, et heureusement, en 2008, Edoui Plenel et ses cofondateurs avaient eu le courage et la vista de créer un site internet payant. Et il faut se souvenir qu'à l'époque, en 2008, mais tout le monde se moquait d'eux. Tout le monde disait, mais ils sont complètement fous, payer de l'information sur internet, c'est n'importe quoi. Moi, je me souviens, on était à Libération, mais tout le monde se moquait de Mediapart. Bon, bah, résultat, comme quoi, hein. 11 ans après, combien, 150 000 abonnés? Pas loin de 160 aujourd'hui. Ah, voilà, j'en avais raté 160 000 abonnés. Oui. Oui. Et 4 millions on en parlera peut-être, mais oui. 4 millions de visiteurs uniques, parce que le payant, et Les Jours ont repris, parce que nous, on était un laboratoire, hein, au service de tout le monde, et nos amis des Jours sont venus nous voir, et on a partagé nos expériences, hein, on n'est pas du tout dans des compétitions. Et moi, j'ai toujours dit, contrairement à ce qu'on entend parfois, Mediapart est un laboratoire de recherche. On ne veut pas donner des leçons, on veut trouver des solutions utiles à tout le monde. Et on n'a jamais refusé de lever le capot de la voiture et de montrer comment ça marche. C'est exactement ce qui s'est passé avec nous. C'est-à-dire que nous sommes arrivés en 2016 et on a eu la chance d'avoir eu Mediapart avant, parce que d'un seul coup, quand on allait voir des gens pour leur expliquer qu'on allait lancer un site internet payant, on nous riait pas au nez. Oui. Et on est allé voir Mediapart, qui nous ont fait profiter de leur expérience. Et on a voulu lancer un site donc, qui raconterait l'actualité en série. C'est-à-dire, on va revenir au thème de cette conférence.
le temps de l'information. Le temps de l'information, il a longtemps été calqué sur celui de la production industrielle de l'imprimé, en fait. C'est-à-dire que même dans un quotidien papier, une information ne pouvait pas paraître avant le lendemain. Le temps d'écrire un papier, puis ensuite qu'il soit édité, qu'il passe par les différents circuits, qu'il soit imprimé, puis distribué. Ensuite, Internet est arrivé. Avec lui, le temps de l'immédiateté. Et là, les journaux traditionnels ont fait une énorme erreur. C'est-à-dire qu'ils ont décrété que qu'Internet serait le lieu de l'immédiateté et de la médiocrité. C'est-à-dire qu'il fallait faire des papiers, ça c'était dans les années 2000, il fallait faire des papiers très rapidement, souvent en bâtonnant, c'est du jargon journalistique pour dire en copiant des dépêches AFP ou des contenus... Là vous parlez de la presse papier, là évidemment. De la presse papier, pour avoir le plus de contenu très rapidement. Pourquoi ? Pour faire le plus rapidement des clics et vendre de la publicité. Bon, une erreur qui est aujourd'hui en partie responsable de la crise économique de la presse, d'ailleurs, parce que la publicité sur Internet ne marche pas, et aujourd'hui en quasi-totalité happée par Google. Et donc, le modèle, et nous on a eu la chance d'arriver à ce moment-là en 2016, le modèle qui fonctionne, c'est le modèle payant. Et on le voit aujourd'hui parce que les journaux qui pendant des années ont offert leur contenu gratuitement sur Internet, ce qui était une aberration, parce qu'ils donnaient la veille leurs articles sur Internet et le lendemain prétendaient le faire payer sur le papier. Alors que maintenant, de plus en plus... Alors maintenant, ils reviennent en arrière, ils mettent en œuvre des paywalls, des murs d'abonnement, mais c'est difficile. Donc nous, on a eu la chance d'arriver à ce moment-là avec toutes ces leçons-là, et on a décidé de faire du journalisme d'une nouvelle manière. Enfin, d'une nouvelle manière, pas vraiment, parce que le feuilleton journalistique, c'est vieux comme Albert Londres, ça date du 19e siècle. Oui, voilà. Et sauf que nous, on est arrivé, on a décidé de l'adapter à format série. Enfin bon. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, que... on ne parle plus de feuilleton journalistique, on parle de série. Voilà. Donc nos obsessions sont des séries journalistiques. Alors ça se compose comment? Enfin, c'est quoi? Il y a un épisode. Enfin, c'est des épisodes. Eh bien oui, c'est des épisodes avec des personnages, avec au jour du moins une bande son. Et si vous prenez une série que nous on a appelée L'homme du président, qui est consacrée à l'affaire Benalla, avec toutes les références que vous pouvez y voir au Watergate et qui sont totalement assumées, les personnages qui apparaissent dans chacun de nos épisodes sont Alexandre Benalla, Emmanuel Macron. Oui, c'est pas des personnages fictifs, c'est vraiment, non, pour le coup... nous, on les appelle les personnages, mais on utilise les règles de la fiction pour raconter l'actualité. Si certains d'entre vous connaissent une série qui s'appelle Sur écoute, The Wire aux États-Unis, qui a été écrite par un journaliste qui s'appelle David Simon. Et un policier, exactement. David Simon écrit des articles dans le Baltimore Sun sur le trafic de drogue. Et puis, finalement, on fait une série de fiction. Nous, on prend un peu les choses à l'envers, finalement. On raconte la réalité par le biais avec les recettes de la fiction. Avec les outils de la fiction. C'est ça, oui. Et alors, et c'est ce que vous appelez les obsessions. Et on les appelle des obsessions parce que ces sujets-là, on va les creuser. On parle souvent pour en revenir au temps de l'information. Oui. Parce que le temps de l'information, c'est aussi celui de l'enquête journalistique. Oui. Faire du journalisme de qualité, que ce soit sur Internet ou sur le papier d'ailleurs, ça prend du temps. Il n'y a pas de secret. Ça prend du temps. Il y a des mois, parfois des années d'enquête avant d'avoir une révélation, avant d'avoir des informations exclusives. Et nous, notre système en série permet cela, justement. C'est-à-dire que nos séries, on peut les prendre individuellement par un article, qu'on appelle épisode. C'est-à-dire qu'on peut lire un article et puis s'en tenir là.
Mais si on a envie de revenir au début de l'histoire, on peut lire toute la série. De la même manière qu'on peut regarder toute une série sur Netflix, par exemple. De prendre le temps, justement, ce qui est évidemment très apparemment contradictoire avec la fameuse instantanéité de l'Internet, et qui est justement... Et ce que je voulais dire aussi, vous parliez de ça, peut-être l'évoquait Edoui Plenel, la possibilité qu'Internet a offert justement à vous, journalistes, d'avoir des... Puisque dans la presse écrite, il faut évidemment raboter, tenir dans un certain nombre de signes. À la télévision, on vous demande de répondre en 3 minutes. Alors que sur Internet, vous l'avez rappelé régulièrement, Edoui Plenel, notamment au moment de l'élection présidentielle, vous avez pu faire des débats très longs avec les candidats. Mais là, c'était pour l'élection présidentielle, mais il y a d'autres occasions où justement, vous pouvez prendre le temps et les signes que vous voulez finalement J'ai dit tout à l'heure, défendre la tradition au cœur de la modernité. Parenthèse, hein, je pense que dans des moments de transition comme les nôtres, ça vaut, il y a des élus ici, ça vaut pour la politique, ça vaut dans plein de domaines. Il ne faut pas rejeter la modernité comme quelque chose qui serait en soi détestable, mais il faut l'épouser pour y défendre le meilleur de la tradition. Je pense que c'est ça, hein, comme ça qu'on passe des moments de transition et qu'on trouve des solutions, des réponses à ce qui nous paraît obscur. En l'occurrence, je vais répondre à votre question, mais par exemple, prenez cette idée qu'a eu Mediapart dès le début de dire 3 éditions par jour, le matin, le midi, le soir. À l'époque, hein, les sites de la presse traditionnelle, c'était comme des blogs, tout s'empilait. Il n'y avait pas de hiérarchie, comme on dit une hein, dans un journal. Pour moi, un journal, c'est un menu. Il me donne un menu. Et si ce menu ne me plaît pas, valeur pluralisme de la presse, j'en prends un autre. Donc nous, on s'est réconcilié avec ce que faisait la presse papier quand elle était florissante. Plusieurs éditions. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, en effet, le numérique, Isabelle le disait tout à l'heure, à l'époque où on s'est lancé, la vulgate, où les tuyaux, quelque part, étaient censés s'imposer aux usages sociaux, disait non seulement que l'information était gratuite sur Internet, mais qu'un article sur Internet ne pouvait pas dépasser 2 feuillets, c'est-à-dire 2 fois 1500 signes, 3000 signes. Et que ça, c'était le maximum. On a tous découvert, et nous, on fait des articles parfois très longs dans nos enquêtes, et qui occuperaient plusieurs pages d'un quotidien papier, au point que sur un quotidien papier, vous le mettriez de côté. Vous direz, ça, je lirai ça le week-end, quand j'aurai du temps. Et là, on découvre que ce sont les plus lus. Et à quoi on échappe? On échappe au formatage. Une culture professionnelle commune, de la rigueur, l'intérêt public, la vérification, le respect, enfin toutes les règles professionnelles et déontologiques, mais on utilise tous les formats. Et on utilise non seulement tous les formats écrits, mais tous les formats par l'image, par l'audio, par le son. Il y a les interviews de la présidentielle, mais pas plus tard que mercredi soir, on a fait plus de 3 heures sur la loi qui était soumise au Conseil constitutionnel, qui risquait de réduire notre droit fondamental à manifester. Et on a fait quoi? Non pas Mediapart vous dit ce qu'il faut en penser, et c'est ça que permet aussi le numérique. On a fait venir des acteurs, des avocats, des magistrats, une spécialiste du Conseil constitutionnel, mais aussi des victimes hein, dans les répressions des mouvements sociaux, des gens qui ont l'histoire de tout cela. On a fait une sorte de grand forum citoyen. Alors, je ne dirais pas que les sages du Conseil constitutionnel étaient tous devant Mediapart pour prendre la sage décision qu'ils ont prise de censurer cet article 3, mais bon, tout ça, c'est aussi ce qui permet que c'est une presse beaucoup plus en lien avec le public. Et là, je voudrais vraiment insister. Ce mot, c'est la seule décision d'autorité que j'ai prise dans la création de Mediapart, c'est le nom. Vous savez, quand on se lance pour créer un journal numérique, il faut un nom de domaine. Et la particularité du numérique, c'est qu'à part la langue, c'est sans frontières. Donc il faut que le nom de domaine, il circule un peu partout et que vous puissiez faire le même nom de domaine, .ch la Suisse, .be, .us les États-Unis, et ainsi de suite, etc. Donc il fallait inventer un nom. Hein, je trouvais un nom inédit. Et donc, j'ai inventé Mediapart. Tout le monde m'a dit, c'est très laid. J'ai dit, écoutez, aujourd'hui, qui aurait dit appeler un journal Le Figaro à partir de Beaumarchais? Bon, tout le monde s'y est habitué. Donc, Mediapart, tout le monde s'y est habitué. Mais pourquoi Mediapart?
Il y a bien sûr en sous-texte médias à part. Mais la résonance, c'est médias participatifs. Parce que ça, et c'est vraiment quelque chose que ceux qui s'accrochent à une vision, je dirais, nécrosée de la tradition n'ont pas vu. Nous, journalistes, il est normal que nous soyons critiqués. Et la crise de confiance qui concerne nos métiers est parallèle à la crise de confiance dans la représentation. Nous, on représente la vie publique, hein, on la donne à voir, et il y a ceux qui nous représentent, les élus. Et il y a une crise profonde. Elle est là, et elle n'a pas que le visage des mouvements actuels, elle avait le visage de l'abstention croissante, du chamboule-tout par rapport aux partis politiques classiques, etc. Donc, face à cette crise de confiance, nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se remettre en cause. Et se remettre en cause, c'est utiliser aussi cette dimension participative pour rentrer, on descend de l'estrade, et on est dans un dialogue avec le public. Je rappelle qu'un journal comme Mediapart, participatif, n'est pas un 20 mots. Tout abonné de Mediapart peut tenir son blog dans une culture de modération, de culture de free speech, comme on dit en anglais, de modération a posteriori, c'est-à-dire pouvant exprimer, nous, s'il y a des alertes, etc. Donc il y a un lien, et il y a une interpellation par la société qui se fait. Et du coup, on en reparlera peut-être, parce que c'est ça, les obsessions, nos entêtements. La forme inventée sur les séries avec des succès formidables, notamment des énigmes policières hein, qui ont été racontées formidablement bien dans les jours, renvoie au fait que nous, objectivement, nos enquêtes sont aussi des feuilletons. Hein, les épisodes Benalla, Monsieur Sueur est là, en effet, le Sénat a, grâce à Mediapart, a appris les passeports diplomatiques, a appris le contrat russe, a appris la violation du contrôle judiciaire et a appris les violences redoublées, y compris au Jardin des Plantes. Pas seulement le Sénat, mais la justice. Donc c'est très bien. Et c'est le feuilleton, et on a envie que le feuilleton continue parce qu'on n'a pas trouvé le fin mot. N'a pas trouvé le fin mot. Bon, et voilà, c'est aussi... Mais ce que je veux dire derrière, c'est, au-delà le fait qu'un feuilleton intéresse, qu'une enquête intéresse, ce qui est décisif, c'est l'intérêt public. C'est l'intérêt public. Hein, être au service du droit de savoir du public. Et là, c'est vraiment ce qui fonde, encore une fois, je voudrais juste dire ça, parce que notre bataille entre journalistes rejoint une lassitude de l'opinion et du public. Quand j'ai commencé dans ce métier, il y a 43 ans maintenant, il y a des figures qu'il n'y avait pas. On pouvait être au Figaro, au Monde, dans la presse communiste, à l'agence France Presse. On n'avait pas les mêmes sensibilités, mais on partageait une culture professionnelle commune. La figure du journaliste de commentaires qui blablate dans les talk-shows, ça n'existait pas. Le journaliste qui n'a jamais sorti une info de sa vie, qui a fait 2 années de classe préparatoire et un petit vernis comme ça, et qui dit du coup, j'ai un avis sur tout. Et je peux donner mon avis sur tout. Et du coup, comme il faut faire de l'audience, plus mon avis est provocateur, gratuité publicitaire, audience. Nous, on est dans une logique du public, pas de l'audience. Audience, donc clash. Eh bien, plus je transgresse, et puis, du coup, je dis des propos xénophobes, je dis des propos discriminatoires, je fais des provocations. Je vous laisse trouver les noms, y compris des succès médiatiques ou de librairies qui vont avec. Et donc, cette figure-là n'existait pas. Mais de quoi elle témoigne, cette figure-là? Dans la crise de la course à l'audience et de la gratuité publicitaire, par rapport à votre sujet, des médias dominants, importants, se sont laissés gagner par le flux. Et le flux, c'est ça, c'est « qu'en pensez-vous » C'est en effet en 3 minutes, voilà, allez, venez, faisons un talk show et disons ce qu'il faut en penser. Nous, on n'a pas envie de journalistes qui nous disent ce qu'il faut penser. Surtout au moment où, grâce au numérique, on peut nous-mêmes exprimer nos opinions, faire notre blog, poster sur les réseaux sociaux, dire ce qu'on pense, contredire une fake news venue d'en haut, et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'on demande aux journalistes? Qu'ils défendent le cœur de leur métier. Nous apporter des informations utiles. Être utile pour comprendre le présent, pour y voir plus clair. Et ça, le journaliste d'enquête est au cœur de ça. Mais c'est le cœur du journalisme, c'est le cœur de métier du journalisme. Et d'une certaine manière, sur le numérique, nous sommes quelques-unes et quelques-uns à défendre ça et à donner du courage à tout le monde. Je rappelle juste que Clash Investigation et Envoyé spécial n'existait pas quand Mediapart s'est créé.
Et du coup, le service public s'est dit, mais tiens, ça marche. Et Élise Lucet, elle a pris ça. Mais regardez, par rapport au sujet de vos journées, vous avez une ministre qui dit, vraiment, cache investigation et envoyé spécial, ça détruit la confiance dans la politique. Mais c'est la même ministre qui trouve que M. Hanouna, c'est formidable, et que c'est la meilleure école de journalisme. Ça ne va pas. Et, oui, Guy Basset. Oui, en écoutant Edwy Plenel, j'avais envie de citer une conférence que Albert Camus faisait auprès des journalistes et qu'il avait précisément intitulé « Bien faire son métier ». Et pour bien faire son métier, il disait « Il faut cultiver l'énergie plutôt que la haine ». Nous venons d'en avoir un exemple. La libre objectivité plutôt que la rhétorique. Il y faut le goût du risque, la sérénité et la force, un amour suprême des autres hommes pour refuser toujours qu'on les mette à genoux. Cette méfiance du public grandissante pour les médias conventionnels, et pour le politique aussi, hein, puisque vous avez parlé de l'abstention, mais c'est sans doute le même mouvement qui se joue là. Comment vous l'expliquez? Comment il est né? Il vient de loin? Il vient de... Est-ce qu'elle vient, il vient du moment où vous avez, pris, non pas le maquis, mais... Non, je pense qu'elle vient... Bon, il y a deux aspects. Il y a une, et puis aussi, une crise plus générale et il y a, pour moi, une question française. Hein. Voilà. Il y a une crise plus générale. Vous savez, toute révolution industrielle, le numérique est ce qu'on appelle une révolution industrielle. Il y en a eu 3 dans notre modernité. Il y a une invention technologique et elle bouleverse notre rapport au temps et à l'espace. Fin 18e siècle et début 19e siècle, c'est la machine à vapeur. Et la machine à vapeur symbole les chemins de fer. Du coup, on n'est plus assigné à résidence, c'est là où on est né, dans la petite communauté rurale, on va à la ville, beaucoup de bouleversements se font, et la Révolution française, avant d'être, de ce point de vue, assassinée par Napoléon Ier, qui était un terrible ennemi de la liberté de la presse, est une révolution du journal. Ça, c'est la première. La deuxième, c'est l'électricité. Face publique, la voiture, l'avion avec les énergies fossiles dans la folie et dans la foulée. Et c'est le début de la presse de masse, la presse pas chère, hein, le début des médias de masse. Bon. Et nous, on vit la troisième. Bon, et à chaque fois, le temps va plus vite et l'espace se rétrécit. Les armées de Napoléon, au début, n'allaient pas plus vite que les armées de Jules César. Puis après, il y a le train et on va plus vite. Hein. Le télégraphe va être révolutionné par l'électricité. Les nouvelles vont plus vite. Je pourrais prendre plein d'exemples. Bon. Qu'est-ce que signifie cette résonance historique? Chacune de ces révolutions industrielles, les 2 précédentes, a appelé une refondation démocratique, une nouvelle invention démocratique. Ça a été le temps... la Révolution française et la Révolution d'indépendance américaine, et puis une éclipse, et puis du coup, hein, la République est enfin arrivée chez elle. Deuxième, les grandes républiques parlementaires, rappelez-vous combien l'âge d'or, hein, entre ombre et lumière, mais quand même les lois restent solides hein, sur l'éducation, sur les associations, sur la liberté de la presse, de la Troisième République en ses débuts. Donc à chaque fois, il y a un appel d'air démocratique. Nous vivons la même chose avec le numérique. On en reparlera avec le héros malheureux au cinéma ce soir, le film sur Edward Snowden, oui. Hein, Citizen4. Donc elle appelle, et comme toujours, c'est une bataille. L'histoire ne dit pas de quel côté ça va aller. Progrès, régrès. Il y a des progrès formidables, mais il peut y avoir des régressions terribles. La surveillance généralisée, les GAFA qui contrôlent tout, etc. Bon, nous sommes dans ce moment-là. Donc, première réponse, oui, nous sommes dans un moment qui appelle une invention démocratique où l'on comprenne que c'est une vision pauvre, archaïque, fragile, de réduire la démocratie au droit de vote et au fait de choisir des représentants. La démocratie est un écosystème complexe qui ne se ramène pas qu'à cela. Et notamment, par exemple, bien avant les droits de vote, il y a des droits fondamentaux, sans lesquels la société elle-même ne peut pas avancer. Le droit de se réunir, donc de faire des pétitions, de s'organiser.
Le droit de manifester, de protester, de contester, de mettre à l'agenda du pays des choses dont ils ne veulent pas là-haut. Et le droit de s'exprimer et de dire des choses qui dérangent. George Orwell, la liberté n'a pas de sens, n'a pas de sens si ce n'est pas la liberté de dire aux gens ce qu'ils n'ont pas envie d'entendre. Et puis quatrièmement, comme les 4 pieds d'une table, la liberté de savoir, la liberté d'information, le droit de savoir. Donc, et vous voyez bien qu'on est au cœur de notre présent. Autour de nous, je ne vais pas continuer à fâcher quelques personnes, la diversité de l'Assemblée en parlant des débats français, mais autour de nous, nous avons des pouvoirs autoritaires mettant en cause ces droits fondamentaux qui sont issus du droit de vote. Et je regardais, je suis une démocratie, on vote chez moi. Ben, regardez M. Trump, regardez M. Bolsonaro, regardez M. Erdogan, regardez M. Poutine, et en Europe, je vous laisse trouver vous-même. Et donc, vous voyez bien que nous sommes dans ce moment-là qui appelle, et c'est pour ça que ce qui se passe avec les jeunes sur le climat, comme ce qui se passe avec le mouvement social des Gilets jaunes, pose ces questions-là. S'y ajoute, et là, en effet, j'y mets mon expérience personnelle, s'y ajoute un problème français. Je dis depuis très longtemps que nous sommes une démocratie de basse intensité. Et cette démocratie de basse intensité, elle est liée à la nécrose de ce qui est sa fragilité, loin d'être sa force. Ce n'est pas le fait qu'il y ait un président, c'est le fait qu'il y ait un absolutisme présidentiel. Depuis que François Mitterrand, premier critique de ce pouvoir personnel, s'est lui-même converti à ce pouvoir personnel, l'a accentué dans le pouvoir de nomination, dans sa dimension monarchique, et que cette logique-là a continué chez ses successeurs, eh bien, ce que paye M. Macron comme symbole, Louis XVI n'était pas le pire des rois, mais au bout d'un moment, il est devenu le symbole de tout ce qui l'a précédé. Eh bien, ce jeune président, élu sur cette promesse-là, je le rappelle, ce sont ces mots: je vous promets une révolution démocratique profonde. Personne ne lui avait demandé d'employer ces 3 mots: révolution, démocratique, profonde. Et son ouvrage s'appelait Révolution. Dans un ouvrage qui s'appelait Révolution. Et donc, évidemment que nous avons un vrai problème qui est le présidentialisme français, ce césarisme, ce bonapartisme. Et au lieu de comprendre qu'il serait temps de se réveiller, nous avons actuellement, pour moi, et c'est une tristesse, parce que je ne suis pas pour que la violence appelle la violence, et je ne suis pas pour que les haines appellent les haines, on a le refus d'une respiration démocratique qui met tout le monde en péril. Je dis ça, et ce n'est pas parce que Jean-Pierre Sueur est là. J'ai été très choqué. On peut critiquer le Sénat, discuter à quoi sert le Sénat, etc. Mais toujours est-il que là, on a eu une leçon démocratique. Je vous rappelle qu'un élu, qu'il soit député ou sénateur, n'est pas un élu En Marche, socialiste ou les Républicains. Il est, par sa définition, ce qu'on appelle un député de la nation. Un élu de la nation. C'est-à-dire qu'une fois élu, au-delà de son étiquette partisane, il a 2 fonctions. Faire la loi, c'est lui qui vote les lois, les élabore, les discute, les amende. Et la deuxième, qui est essentielle, Montesquieu, contrôler le pouvoir exécutif. Contrôler le pouvoir exécutif. J'ai trouvé doublement scandaleux qu'à l'été dernier, le président, quand il sort, il dit voilà, qu'ils viennent le chercher, c'est moi le responsable, je suis très fier d'avoir embauché M. Benalla. Il dit tout ça. Et il dit, même pire sur notre débat là, il dit nous avons une presse qui ne cherche plus la vérité. Antiphrase. Je crains une presse qui va trouver la vérité que je cache. Mais il fait tout ça. Il fait tout cela. Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est un mardi soir, je vous le rappelle. Le lendemain, ses troupes, à l'Assemblée nationale, sabordent la commission parlementaire. Et, par exemple, il y a une expression que vous entendez dans les médias que je trouve scandaleuse. La majorité présidentielle. Non, le président, c'est le pouvoir exécutif. S'il y a une majorité parlementaire, eh bien, elle est au-delà de ces étiquettes, elle est chargée de contrôler. Et donc, pourquoi j'ai été choqué doublement? Le Sénat a fait son travail. Monsieur Philippe Bas, il a été secrétaire général de l'Élysée sous Jacques Chirac, il sait comment ça fonctionne. Le Sénat a montré qu'on pouvait faire des majorités d'idées, les républicains socialistes, dans cette commission d'enquête. Ils ont fait leur travail de contrôle du pouvoir exécutif.
Et au lieu d'avoir un pouvoir exécutif qui dit « Ah ben vous voyez, arrêtez de critiquer cette démocratie, elle fonctionne. La justice est indépendante et le Sénat a fait son travail. » Eh bien non. Et c'est une énigme pour moi. Le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, quand même, ont accusé le Sénat de faire un coup d'État. Sincèrement, ont accusé le Sénat de violer la Constitution. Mais sincèrement, on est au cœur. Je suis alarmé quand je vois des pédagogies antidémocratiques venir d'en haut comme cela. Car on ne sait pas qui sera là demain. Ces personnes-là ne sont pas éternelles. Et elles font une éducation, je pense que, encore une fois, et nous, journalistes, par rapport à la cité, on est dans la même responsabilité. Élever ce pays en élevant son langage. Hein? La cité, c'est une éducation permanente. Et là, c'est une pédagogie qui détruit une culture démocratique commune, qui l'abîme, qui la discrédite. Et donc, d'où cette alerte que je voulais partager avec vous. Isabelle. Isabelle Robert, Raphaël Garrigos, vous avez un commentaire ou une réaction ou vous voulez rebondir un petit peu sur ce que vient de dire Sur Internet, on dit +1. Généralement, il y a quelque chose qui m'a frappé par rapport au Sénat et aux éléments de langage qui ont été délivrés le lendemain par tout l'orchestre macronien et En Marche. Ce mot, c'était « le Sénat fait de la politique ». Depuis quand faire de la politique est une insulte? D'où le Sénat ne ferait-il pas de la politique? N'est-ce pas le rôle du Sénat précisément de faire de la politique? Voilà. Et sur la méfiance donc, qui est grandissante et que qui est souterraine aux manifestations, au mouvement des Gilets jaunes par rapport aux politiques donc, et aussi par rapport aux médias. Quelle est votre lecture, vous, au jour, dans votre rédaction? Comment vous l'interprétez? Parce que Edoui Plenel rappelait le nombre d'abonnés. Vous avez, c'est un média plus récent, mais vous avez quand même un grand nombre d'abonnés aussi. Ce qui montre que, comme vous le rappeliez, Edoui Plenel, c'est un dispositif, je vais utiliser ce terme, qui réussit, qui trouve son écho dans la population. Donc ça veut bien dire qu'il y a une attente, un appel vers ces gens qui veulent se détourner. Donc comment vous l'interprétez, vous, cette progression, en fait? C'est pas une régression, justement, d'abonnés. C'est qu'on va vers... Ça limite plutôt les conséquences qu'on en tire. Ça veut dire que les journalistes ont trop souvent été en surplomb par rapport aux lecteurs. Edoui parlait tout à l'heure de ces éditorialistes qui blablatent en permanence leur petit café du commerce qui ne sert à rien. On parlait des formats qui sont contraints, mais là on a évidemment, notamment sans citer personne, les journaux d'information continue, les chaînes d'information continue, où il y a alors peut-être que je ne sais pas si on peut parler de bavardage, mais médiatique ou en tout cas journalistique, mais en tous les cas, évidemment, il y a eu une multiplication de ce type de format nouveau où beaucoup de choses se disent, mais finalement peut-être rien ne se dit au fond. Qui est très technique. Où il y a du matraquage. Il s'agit de remplir des heures d'antenne, et le moins cher, c'est de mettre une table avec 3 gus autour et un micro. Je l'ai dit. C'est pour ça que j'ai dit 3. Je m'en suis aperçu en le disant. Mais je crois pas qu'on soit diffusé sur BFM. On n'a rien entendu. Non, l'idée c'est vraiment de sortir Nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de sortir du surplomb que les journalistes ont pu avoir vis-à-vis des lecteurs. Et ça veut dire, c'est des choses vraiment idiotes, hein, ça veut dire avoir un rapport très simple, très, très direct. Nous, pour les jours, par exemple, on a raconté notre construction. Chaque semaine, on envoyait une lettre électronique à nos futurs abonnés, à toute une base de données pour leur dire voilà, on réfléchit à ça, on est en train de réfléchir à faire des obsessions, voilà, on cherche des locaux, c'est pas facile. Et ça veut dire,
on rentre tout de suite dans la cuisine du journalisme et qui montre que c'est un métier comme un autre où on peut aussi se tromper, mais surtout avoir un rapport très simple avec. Oui, c'est ce que disait Louis Plenel, c'était dans le participatif complet, quoi. Oui, alors nous par exemple, au jour, on n'a pas de commentaires sous les articles. On a choisi de ne pas en avoir parce que ça ne semblait pas utile. On n'a pas de plateforme de blog parce que Mediapart l'a et on va pas faire la même chose. On va quand même pas copier Mediapart là-dessus. Nous on privilégie des rencontres en vrai. Et si vous voulez, cette démarche-là, elle rejoint aussi la façon dont on va aborder les sujets. Par exemple, les chiffres du chômage, chaque mois sur France Info, vous avez ce petit truc, ça baisse de 0,18% ou ça augmente de 0,18%. On ne sait pas exactement ce que ça veut dire, sinon qu'on a à chaque fois toujours cette même petite chanson que les chômeurs sont bien contents de ne pas travailler, que les conseillers Pôle emploi de toute façon sont totalement incapables. Nous, ce qu'on a fait très simplement, c'est qu'on a lancé une série qui s'appelait La vie Pôle emploi en hommage à Pérec, qu'on aime beaucoup, qui consistait à trouver une agence Pôle emploi, à écarter celle que Pôle emploi nous proposait gentiment parce qu'elle était parfaite, donc on a choisi la nôtre, et qu'on est allé voir pendant des semaines et des mois, et raconter ça pendant des semaines et des mois, passer de l'autre côté du guichet de cette agence. Et de quoi on s'est aperçu? Eh bien que des chômeurs travaillaient à chercher un boulot, et que de l'autre côté, on avait des conseillers Pôle emploi qui travaillaient eux aussi à chercher du boulot aux chômeurs. Et des choses toutes bêtes, mais à hauteur d'homme, de la même façon qu'on l'a fait sur les Gilets jaunes, être à hauteur d'hommes et de femmes, bien sûr, s'approcher d'un rond-point, attendre un peu parce qu'on n'arrive pas avec une caméra directement, on ne sort pas un appareil photo directement quand on s'approche d'un rond-point, mais on explique qui on est, on explique ce qu'on fait, on explique que oui, on est là aujourd'hui, mais qu'on sera là aussi demain et après-demain. C'est le sens d'ailleurs d'où il définissait le nom de Mediapart. Les jours, c'est nous, c'est notre façon de faire, si vous voulez, de dire oui, on était là hier, mais on sera là demain et encore après-demain. C'est ce droit de suite qui manque tellement à l'information, où d'un seul coup les caméras désertent un événement et pour ne plus jamais y revenir, pratiquer une espèce de politique de la terre brûlée. Nous, on est là et on reste et on reviendra encore pour savoir ce que deviennent les gens. Ça me semble, si vous voulez, un peu quasiment idiot de vous raconter ça, qui sont des recettes toutes bêtes et un petit peu de politesse en fait. Que le journalisme ne devrait pas avoir oublié. Sur la confiance dans les médias, il y a aussi une chose qui est très importante, c'est qu'aujourd'hui, la majorité des médias français sont détenus par une poignée d'industriels. Voilà. Et parallèlement à cette concentration des médias, la confiance dans les médias baisse. Chaque année, il y a un baromètre dans la Croix qui est catastrophique, qui à chaque fois moi me déprime. Je lis ça, je dis ouais, voilà, ça y est, les journalistes, les gens n'ont plus confiance dans les journalistes. Or, pour en revenir au numérique et à ce qu'on disait tout à l'heure, on entend encore aujourd'hui que le numérique, c'est donc le lieu de la médiocrité, de la gratuité, de la rumeur. Voilà. Où sont nés les médias indépendants ces dernières années, sinon sur le numérique? Oui, parce qu'il y a le Média aussi, qui est une chaîne de télé, là, pour le coup. Qui n'était pas indépendant politiquement. Oui, non, ça c'est vrai. Il a le droit, hein. Je suis pour le pluralisme, je suis pour l'humanité, je suis pour des journaux de parti. Mais la caractéristique, nous sommes des médias généralistes sans aucun fil à la patte. Oui, tout à fait. Mais vous avez Agoravox aussi, par exemple. Vous avez Brut aussi, qui est un média, voilà, qui est tout nouveau. Alors là, qui fonctionne avec la vidéo. Quel regard d'ailleurs vous avez sur Brut, par exemple? Comment vous le percevez dans le paysage de cette presse indépendante là, qui se crée? Comment dire, c'est des nouveaux formats qui existent pour faire l'information comme ça, monter dans des formats courts sur les réseaux sociaux. C'est pertinent, si c'est fait rigoureusement, ça peut être utile, mais je pense vraiment que nous, on n'est pas dans ce registre-là. On est dans comme aime dire Fabrice Arfi, qui est co-responsable du pôle enquête de Mediapart, nous, la richesse de Mediapart, c'est la capacité à perdre du temps, à prendre son temps. C'est très important. Et ne pas être, faire une pastille
je veux dire, à la limite, nous, on utilise ça pour faire savoir ce qu'il y a dans Mediapart. Hein. Notre logo, c'est un crieur de journal. Oui. Et ça, c'est vraiment l'exemple de l'histoire tradition-modernité. J'ai pris une petite gravure du 19e siècle que François Maspero avait utilisée dans sa maison d'édition. Et j'ai demandé à un designer, un des graphistes 2.0, de faire ce crieur de journal avec petite casquette. Et c'est Gavroche, hein. C'est le gamin des rues et c'est le journal est dans la rue. Et qu'est-ce qu'il dit, le crieur de journal? Et là, on est au cœur aussi de quelque chose que, hélas, beaucoup de médias ont perdu, soit par ce que j'appelle le journaliste de gouvernement, que notre monarchie élective crée, hein, cette dépendance du pouvoir exécutif. Ouais, cette presse aux ordres? C'est une presse aux ordres? Je dis journaliste de gouvernement parce qu'on peut se battre à TF1 partout, hein, à BFM pour son indépendance. Il y a des gens qui se battent, hein, et ils se battent. Regardez iTélé, puisqu'on parlait de Canal+, ils se sont battus au point de finalement d'être tués, hein, comme c'était le but. Au passage, de tuer les Guignols, qui était le lieu de l'ironie généreuse politique. Un scoop des jours. Comment? Un scoop des jours. Ah, oui, bien sûr, mais c'est vous qui avez fait tout ça. Je sais, c'est vous. C'est pas seulement des jours, c'est 2-2. J'essaie de la ramener un petit peu. Voilà, mais c'est 2-2. Non, mais je sais. Voilà. Et le livre de référence sur, ça a été dit tout à l'heure, c'est leur feuilleton transformé en. On reviendra livre sur la ensuite. question des livres aussi. J'aimerais bien aussi. Bon, au point de tuer ce qui était un lieu, comme il y a la caricature dans la presse, un lieu audiovisuel d'ironie mordante et d'ironie plutôt de qualité, avec des auteurs de qualité. Hein, imaginez le feuilleton Benalla avec les Guignols. Oui, Imaginez le ministre de l'Intérieur en boîte avec les Guignols. Imaginez. Non, mais imaginez. Donc, vous voyez bien que, mine de rien, c'était pas un hasard de tuer cette irrévérence-là. Donc, j'étais parti là-dessus pour parler des... On parlait des formats, c'est ça De Brut, c'est ça. De Brut, oui. De Brut. On est parti de Brut, on est arrivé au Guignol. Voilà, non, mais c'était pour dire, voilà le. Je disais la rue, le crieur de journal. En fait, le crieur de journal. Oui. Bon, au fond, c'est l'idée. C'est au cœur du métier. Pour moi, c'est puisque nous sommes des travailleurs de l'information et que on le sait tous. Le meilleur gage d'indépendance d'un journal, c'est qu'il gagne d'un média, c'est qu'il soit rentable grâce au soutien de ses lecteurs. Et donc, quelle est la recette, non seulement éditoriale, mais commerciale de ça? C'est la plus-value. Je vais chercher ce journal parce que j'y trouve quelque chose que je ne trouve pas ailleurs. Et le bon journal, c'est aussi, là, on va revenir à Peggy, le journal qui vous oblige un peu à penser contre vous-même. Penser contre soi-même. Rien de plus douloureux. C'est la définition que Camus donne du journaliste. Voilà. C'est-à-dire l'obligation de revenir sur soi-même. Bien sûr. Et de ce rapport critique à soi-même. Et c'est un travail collectif. Vous l'avez souligné, Guy, tout à l'heure, Camus était très populaire chez les ouvriers du livre, parce qu'il avait la culture de l'atelier. Le journalisme, et ça, c'est ce qu'on défend en commun, ce n'est pas une aventure individuelle. Si on croit que c'est une aventure individuelle, on peut se faire une petite héroïsation, un succès, mais on va s'égarer. C'est votre premier collègue qui vous contrôle. Et c'est, y compris dans l'atelier, chez nous, c'est les informaticiens, ils disent, tu es sûr, là, mais votre truc, là, vous n'êtes pas allé trop loin, etc. Et les lecteurs, ils réagissent comme si, etc. C'est ça. Pardon, excusez-moi, Guy. Alors, voilà la citation exacte de Camus en 1951. « La profession de journaliste est une des plus belles que je connaisse, justement parce qu'elle vous force à vous juger vous-même. » C'était dans le journal de Caliban de Jean Daniel. Avant de passer à la salle, juste vous parliez de lectorat, justement. Vous faisiez référence à lectorat ouvrier. Mais quel est on a parlé des abonnés, mais quel est votre lectorat? Est-ce que vous le savez? Et qui est-ce qui vous lit, en fait? Parce que ça, c'est aussi intéressant. À Mediapart, au jour, par exemple, vous? Alors, au jour, ça a été notre divine surprise. C'est-à-dire que quand on s'est lancé, on nous posait souvent la question « Qui est votre cible ?» Et nous, on disait nous, on veut parler à tout le monde, en fait. On n'a pas de Vous n'aviez pas fait d'études de marché? Eh bien, non.
Donc on voulait parler à tout le monde. Or, il se trouve que la majorité de nos lecteurs ont moins de 35 ans. Ce qui est très rare en matière de presse. Si un jour on décidait de mettre de la publicité, je vous rassure, ça n'arrivera pas. Non, puisque ça, c'est quelque chose que c'est un rêve d'annonceur publicitaire. Mais pour nous, c'est un rêve de journaliste de parler à des lecteurs jeunes. L'analyse qu'on en a fait, c'est que des lecteurs qui n'étaient pas attachés à un titre de presse papier, qui n'étaient pas venus à la presse avant, sont venus à la presse par les jours, à cause sans doute de notre système de mise en scène de l'information en série. Oui, puis il y avait aussi cette vulgate qui dit que sur Internet, pour intéresser les jeunes, il faudrait des choses courtes. Eh ben non. Il faudrait des choses courtes et stupides. Oui, c'est ce qu'on entend parfois. Non, oui. mais or, il y a quand même une règle de base, surtout. On ne lit plus. Surtout quand on prétend priori, vendre de l'information, c'est de ne pas prendre son client, son abonné, pour un imbécile. Bien sûr, bien sûr. Écoutez, nous, alors, comme la différence de ceux qui sont dans la logique publicitaire, de ceux qui pactisent aussi avec les algorithmes, où finalement le lecteur devient, c'est lui le produit. Voilà. Donc nous, comment dire, il y a tous les moyens sur le numérique d'essayer de se renseigner. Nous, on ne se renseigne pas trop. On demande aux gens de s'abonner, de lire le journal. Et là, je crois que la confiance passe aussi par cette question des données. Bon, vous avez vu. La crise est à venir sur les gros GAFA. Vous avez vu que Facebook en est au point d'appeler au secours les États en disant nous ne contrôlons plus notre monstre et de citer donc les règles RPGD, là, oui, RGPD, RGPD, à chaque fois je dis pas RGPD, dans le bon sens, qui sont de très bonnes règles et il faut même parfois aller au-delà sur la confiance. La protection, mais ce que j'ai vu, parce que ça on peut le voir, sorti de plus d'un quart de siècle dans la presse classique, Le Monde, c'est la grande différence est positive, en effet, par rapport à ce qui est notre zone de concurrence. Notre concurrence, c'est Le Monde, c'est Le Figaro, c'est Libération, c'est les hebdomadaires généralistes. Bon, Le Monde, je pense que ça n'a pas changé. De mon temps, c'était majoritairement Île-de-France. Un petit peu de lectorat obligé, contraint dans les universités, parce que les professeurs disaient qu'il faut lire Le Monde, mais pas une adhésion forcément, et un lectorat qui vraiment était au-dessus de 40 ans, etc. Bon. Et donc à la fois parisien, à la fois cette réalité générationnelle et classe plutôt CSP+, supérieur, cadre, etc., même s'il y avait aussi des militants, des syndicalistes, etc. La surprise avec le numérique, c'est qu'on retrouve ce que j'aime appeler le n'importe qui de la démocratie. Le lectorat de Mediapart est très divers géographiquement, est très divers générationnellement, et il est très divers socialement. Et là, on retrouve une jeunesse du métier, parce que pour moi, le métier, ça, c'était Camus aussi, bon, c'est en effet d'être dans la rue, d'être dans cette relation avec un public. Et moi, mon rêve, au fond, du journaliste, c'est que le journaliste, c'est l'université populaire. Un bon journal, c'est se dire, même si j'ai fait des études, je suis un autodidacte permanent après, parce que j'ai besoin de comprendre ce qui arrive, comprendre ce qui se passe, d'avoir des savoirs, des connaissances sur le présent, lequel est plein de passé, mais c'est aussi un moyen d'apprendre, même si je n'ai pas pu continuer mes études, et de continuer à se documenter. Une presse de qualité, c'est cette université populaire. Et là, parce qu'il n'y a pas de barrière sociale, et avec le numérique, nous sommes beaucoup moins chers. Nous sommes beaucoup moins chers. En comparaison d'un objet papier fermé et d'une presse qui... Alors, il y a une raison objective, il y a 3 coûts qui sont supprimés. Le papier, l'impression et la distribution. Mais par ailleurs, la presse a eu tendance à faire payer au lecteur, par ses prix, ses difficultés. Et donc, nous sommes une presse moins chère, et nous sommes aussi, par le financement, une presse plus vertueuse sur, y compris, la question des aides, la question des financements, par rapport, je le rappelle, non seulement nous avons des médias, et c'est une spécificité française. La faiblesse de la presse fait que les médias privés, pas seulement la presse, les médias privés, sont entre les mains d'industriels extérieurs au métier de l'information. Je dis bien extérieurs au métier de l'information. Et
industriels du luxe, de l'armement, de la finance, de la téléphonie. C'est une spécificité Ah oui, franco-française. à ce point, Oui. nous, c'est tous les médias. Tous les médias. Mais je veux dire, en Angleterre, par exemple. En Grande-Bretagne, vous avez le Guardian, Oui. c'est le Trusty qui garantit son indépendance. C'est la Le New York Times, il y a des industriels, mais pas que, et, etc. Il y a, comment dire, et puis, encore une fois, là, ce sont des gens qui achètent des journaux, pas parce qu'ils aiment faire ce métier-là, parce qu'ils achètent une certaine forme de respectabilité, hein, en ayant un journal, en se disant on va moins m'embêter pour d'autres choses, pour mon statut d'exilé fiscal, pour ma licence de téléphonie, etc. Je fais allusion à des choses qui sont très réelles. Oui. Mais ce sur quoi je voudrais vous alerter, car c'est votre argent, ce sont les impôts. Nous avons mené une bataille, hein, qui est la bataille de l'égalité. On a fait de manière pionnière, elle a été gagnée jusqu'en Europe, hein, la neutralité des supports. Donc, en clair, la TVA doit être la même pour toute la presse, qu'elle soit numérique ou papier. Bataille gagnée, Mediapart n'a pas fraudé le fisc, Mediapart a mené une bataille pionnière qui a été gagnée et qu'on lui a fait payer pour des raisons qui appartiennent à ceux qui ont voulu nous la faire payer. Mais on est content de l'avoir menée, de l'avoir gagnée pour tout le monde, et y compris au niveau européen, parce que ça va aider cette nouvelle presse inventive numérique. Mais en revanche, avec notre syndicat professionnel, nous avons contesté les aides directes à la presse, qui sont des montants faramineux. Qui est le premier bénéficiaire d'aides directes à la presse aujourd'hui? Parce que nous avons mené cette bataille pour la transparence. Quand nous nous sommes créés, c'était secret. Et des patrons de presse disaient non, secret des affaires. Je dis comment? Vous allez demander à l'État de raconter ce qu'il fait avec l'argent des impôts, et vous qui en touchez, vous allez dire que c'est secret? Non, ça doit être public. Et d'ailleurs, nous publions tous nos comptes. On peut tout savoir de nous. Et donc, nous avons gagné cette bataille. Le ministère est obligé de publier le montant des aides à la presse et leurs bénéficiaires, titre par titre, groupe par groupe. Premier bénéficiaire, LVMH. Numéro 1 mondial du luxe, 4e fortune mondiale, propriétaire du Parisien aujourd'hui, des Échos et de Radio Classique. Si les journaux, qui ne sont pas forcément des mauvais journaux, de M. Bernard Arnault ont des difficultés, M. Bernard Arnault, qui est multimilliardaire, qui est parmi les 26 personnes les plus riches de la planète, qui possèdent autant de richesses que 3,7 milliards d'individus, il doit mettre de sa poche. Ce n'est pas à l'État de faire des aides publiques directes. Ce n'est pas normal. Ça crée une illusion, ça fait des journaux à l'équilibre. Je rappelle qu'il est en même temps le premier annonceur. Bon. Et donc, deuxième bénéficiaire, SFR Presse, M. Drahi. Bon, et donc, ça, c'est très malsain. BFM et vous TV. voyez bien que ça crée un rapport de clientélisme entre le pouvoir public et les médias. Et donc, je ne vais pas... on va s'arranger, on va discuter. Et c'est une exception française. Là où, en revanche, la Belgique et la Grande-Bretagne, la Baïbel sur la TVA, sur la presse, elle est de 0%. La presse est un produit démocratique, pas de TVA, pour qu'elle ne soit pas chère, pour qu'elle ne soit pas trop chère. C'est une aide au lecteur. Ça, c'est la démocratie belge et la démocratie britannique. Mais il n'y a pas ces montants d'aide publique. Et c'est très incestueux, c'est malsain. Et on a beau dire ça, on est face à des hauts fonctionnaires au ministère de la Culture qui pensent comme nous, hein. Ministère de la Communication, ils pensent comme nous. Pourquoi? Parce qu'ils voient les responsables des journaux frapper à la porte. Et je rappelle au passage que du coup, dans ce climat de crise, les mêmes médias acceptent quoi? Vous savez, le problème des GAFA, en dehors de leur puissance mondiale, c'est le fait qu'ils ne payent pas d'impôts là où ils créent leur richesse. Hein? Moi, j'ai toujours aimé Apple, j'ai eu mon premier Macintosh, etc. J'aime bien tout ça. Toujours est-il que je suis d'accord avec les militants d'attaque, et la justice a dit que c'était une question d'intérêt public qu'il posait, qui dit quand même, c'est pas possible, vous débrouillez pour ne pas payer d'impôts là où vous gagnez. Donc pas d'argent pour les hôpitaux, pour les écoles, pour les commissariats, etc. Bon, ok, ils font ça. Ils sont sur la sellette. Et comme ils sont sur la sellette, qu'ont-ils fait? Dire, on va faire les mécènes. On va faire un fonds Google pour la presse. On va faire une aide Facebook pour la presse. On va faire une aide Fondation Microsoft, Bill et Melinda Gates pour la presse. Et donc, vous avez actuellement, et je souligne parce que c'était les questions que posait Camus sur comment
Et Beuve-Méry qui a démissionné du Temps en 1938. Hein. Et c'est pour ça que Camus est parti de combat. Et aussi, quand Smadja est arrivé. Voilà. Bon, Smadja qui est le papa de Madame Balkany, mais qui a commencé à combat. Voilà, c'est comme ça. Bon, voilà, elle aime d'or le journalisme, c'est comme ça. Voilà, mais c'est des histoires longues, la République, hein, parfois. Hein. Bon, voilà, c'est juste au passage, je raconte ça, parce que c'est des histoires comme ça. Bon, mais pour rigoler un peu. Mais pour dire, voilà, cette question, c'est bon. Et moi, j'invite nos consoeurs et nos confrères qui sont dans ces médias-là à se battre là-dessus, J'ai été 25 ans dans ce journal qui est derrière moi, Le Monde, qui est partenaire de cet événement, quand il était contrôlé par ces journalistes. Bon, aujourd'hui, donc, c'était propriétaire privé. 70%, c'est un truc qui s'appelle Le Monde Libre, où maintenant, il y a normalement un banquier, la Banque Lazare, un opérateur de téléphonie, Free, et il y a depuis un homme de l'énergie tchèque, M. Kretinsky, qui est arrivé. Les équipes du Monde aimeraient bien savoir ce qui s'est passé. Combien a exactement M. Kretinsky? Qu'est-ce qui s'est passé avec M. Pigas, qui était prêt à tout vendre à M. Kretinsky? Quelle est la proportion? Eh bien, les 70% du capital du Monde, c'est-à-dire le Monde libre, c'est secret. La répartition est secrète. Le Monde a eu totalement l'honnêteté de le dire au moment de cette crise, qu'ils ont documenté eux-mêmes. En fait, se confient, ils ont dit, nous, journalistes du Monde, on ne peut pas savoir qu'est-ce qui se passe exactement entre ces actionnaires dans ces 70%. Je rappelle que Le Temps, qui était le journal des élites dans l'entre-deux-guerres, Beuve-Méry a raconté dans une conférence de presse formidable, La presse et l'argent, comment un jour, il y a eu une crise cardiaque du mandataire qui contrôlait Le Temps. Du coup, pas eu le temps de préparer les choses. Du coup, ouverture du coffre. Et du coup, découverte que ce monsieur était un prête-nom du comité des forges. C'est-à-dire le cœur du capitalisme de l'époque, qui avait un prête-nom pour contrôler la presse. Bon, et donc la question, j'aime rappeler tout ça, et je me désole que notre pays n'ait pas toute sa mémoire. Été 1789. Premier président du tiers-État. L'homme que vous voyez, c'est lui qui tient les mains au moment du serment du jeu de paume, il est là. Il y a la noblesse, il y a le clergé et il y a l'homme pour le tiers-État. On l'a oublié, ce monsieur. Juste après, il devient le premier maire de Paris. Il s'appelait Jean-Sylvain Bailly. Il était vieux par rapport à la Révolution française, il était savant, c'était un modéré, et du coup, il va évidemment avoir des aventures plus tard pendant la Révolution française. À l'été 1789, sur le perron de l'hôtel de ville de Paris, il fait une proclamation qui est la suivante. La publicité est la sauvegarde du peuple. La publicité dont nous parlons aujourd'hui n'existait pas. La publicité marchande commerciale. Cette phrase étonnamment moderne voulait dire tout ce qui est d'intérêt public doit être public. J'ai retrouvé sur eBay, comme ça, j'ai acheté donc un écusson métallique que portaient tous les colporteurs de journaux à l'automne 1789. Il y avait marqué « La publicité et la sauvegarde du peuple », Bailly 1789, car cette expression était devenue très populaire, et au milieu, il y avait l'œil du peuple qui regarde, avec des rayons de soleil, symbole libre-penseur qu'on retrouve dans les loges maçonniques, qu'on retrouve dans la tradition des Lumières. La publicité et la sauvegarde du peuple. Cette formule est oubliée en France, et je voudrais raconter une anecdote, on est à veille d'élections européennes. Il se trouve qu'un des livres manifestes de Mediapart, Dire-nous, a été repris par une ville belge qui a beaucoup de difficultés, qui a été très riche, qui a problèmes diverses, voilà, crise industrielle, incidents djihadistes et autres, etc. Et ils ont repris ce Dire-nous, les causes communes de l'égalité, pour des fresques murales dans la ville. Ils m'invitent, il m'avait demandé ça, il m'avait fait ça sans me demander mon autorisation, il m'invite pour la 5e fresque. Donc on inaugure ça, c'est formidable, c'est beau, quoi. Les mots ont un sens, ils sont dans la ville, ils appellent à combattre les haines et les peurs, à refuser la stigmatisation de nos compatriotes musulmans au nom parce qu'il y aurait des terroristes qui se réclament de l'islam, de ne pas se dresser les uns contre les autres, tout ça est formidable. Et je visite la ville et je passe devant l'hôtel de ville.
Et l'hôtel de ville, là où chez nous il y a marqué liberté, égalité, fraternité, est écrit à Verviers, Belgique, publicité, sauvegarde du peuple. Même à Verviers, ils ne savent pas d'où ça vient. Pourquoi? L'État belge, en tant qu'État-nation, se crée en 1830. Vous allez à Paris, place de la Bastille, vous avez une colonne. La colonne, ce n'est pas pour la prise de la Bastille, c'est les Trois Glorieuses. 27, 28, 29 juillet 1830. Sous la colonne, il y a 500 dépouilles d'ouvriers, d'artisans, de petits qui sont morts. Pourquoi? À l'époque, il y a le travail des enfants. À l'époque, il n'y a pas le repos du dimanche. À l'époque, il n'y a pas de durée du temps de travail. C'est le temps de l'exploitation la plus terrible. C'est l'année où Lamennais, un prêtre, fait le premier manifeste communiste, bien avant le manifeste de Marx, qui s'appelle l'esclavage moderne. Un prêtre, l'esclavage moderne. Et pourquoi, alors qu'il y a toutes ces questions sociales pendantes, vont mourir ces gens? Pour la liberté de la presse, contre les ordonnances de Charles X qui la limitent. C'est-à-dire qu'ils comprennent, j'en reviens à nos droits fondamentaux, qu'il faut cette liberté-là pour conquérir les autres droits, pour conquérir ces droits sociaux. Et donc, Verviers, État belge, ville francophone, très riche, francophile, l'État-nation belge se crée cette même année, Trois Glorieuses, liberté de la presse, la publicité et la sauvegarde du peuple, emblème de la ville de Verviers. Donc voilà, eh ben, j'aimerais bien, et je me tourne vers les élus, que cette phrase de Jean-Sylvain Bailly soit réhabilitée, la publicité et la sauvegarde du peuple. Alors, Guy Basset, un mot, et puis après on se tournera vers la salle pour les questions du public. Dans l'esprit de ce que vous venez de dire, Edwy, il y a une phrase de Camus, hein, mais j'ai peur qu'elle vous relance. Non, non. La liberté de la presse n'est qu'un des visages de la liberté tout court. Donc je me tourne vers la salle pour s'il y a des questions, et j'imagine qu'il y en a. Alors on va vous passer un micro. Parce que si je vous donne le mien, je ne l'ai plus. Et bon. Mais il y en a un là-bas. Voilà, tout va bien. Oui, bonjour Jean-Marc. Je travaille pour une ONG qui œuvre à la défense de la liberté d'expression en ligne, notamment auprès des journalistes. J'avais une petite question sur Médiacité. Alors je ne sais pas si tout le monde connaît. C'est un média d'investigation en ligne qui s'attache aux régions. Et donc, je voulais avoir un avis. Alors, je sais que Edwy Plenel, Mediapart collabore avec eux. Moi, je travaille avec eux depuis le début au niveau infrastructure informatique. Et je voulais avoir un avis sur qu'est-ce que vous pensez que ça va apporter de plus. Est-ce qu'ils vont réussir à travailler de façon dans les régions où ils sont implantés, de la même façon que les rédactions qui sont à Paris? Est-ce que ça ne va pas être plus problématique pour eux de travailler dans un ancrage local avec des habitudes, avec les PQR, donc la presse quotidienne régionale, qui sont installés depuis de très nombreuses années dans les régions et donc disent rarement du mal en fait des élus ou des choses comme ça? Je voulais avoir un avis là-dessus. Merci. Oui, c'est le grand pari de Médiacité, justement, de réussir à faire de l'investigation locale, là où et de se retrouver en concurrence directe avec le journal local, qui est souvent le seul journal en plus, et donc d'instaurer un pluralisme au niveau local. Et Mediapart aide Médiacité. Isabelle Robert, si vous voulez dire. Oui, non, effectivement, c'est pas évident de se poser contre les journaux de presse quotidienne régionale, parce que là aussi, il y a une grande concentration. Hein. On a le même phénomène qu'au niveau national. Et Médiacité, nous, on les connaît bien. Ils étaient venus nous voir quand ils se sont créés, de la même façon qu'on était allé voir Mediapart. C'est la grande chaîne des solidarités de la presse indépendante. Et oui, j'espère que c'est un pari qui va réussir, mais pour Médiacité, et même pour nous encore, hein, les premières années sont très difficiles en fait. C'est très difficile au début d'arriver à avoir un nombre de lecteurs, d'atteindre l'équilibre qui fait que tant qu'on n'a pas cet équilibre... Oui, non, pardon, oui, allez, continuez. Tant qu'on n'a pas cet équilibre, on n'est pas rentable et on perd de l'argent chaque mois. C'est ça.
Oui. En deux mots, là, bon, nous, en effet, Mediapart, on accompagne, y compris on a contribué financièrement. 2010 le point d'équilibre, oui, c'est fin ouais, 2010, au bout de 2 ans et demi. Bon, ainsi que Mars Actu à Marseille, comme on a d'autres partenaires, comme un partenaire en Espagne, Infolibre. Mais la vérité, c'est que la question du pluralisme de l'information se pose vraiment au plan local et régional. Premièrement. Deuxièmement, c'est une misère de voir qu'il n'y a pas assez de floraison d'expériences numériques, car je pense que le numérique est une arme formidable pour réinventer l'information locale. Regardez le localier, on parlait de l'absence de format, regardez le participatif, etc. Alors quel est le problème ? En dehors du fait qu'évidemment ceux qui sont en situation de monopole n'ont pas envie, le problème c'est l'argent. Le problème, c'est que la clé du succès, nos amis des jours le disaient, la clé du succès, c'est d'avoir assez d'argent pour tenir le temps, surtout quand le bassin de population est plus petit, de convaincre un nombre suffisant de gens de s'abonner. Alors, assez d'argent pour avoir le temps et assez d'argent pour payer correctement une équipe qui produit une offre suffisante pour convaincre de s'abonner. C'est vraiment la clé très pragmatique du succès, de la réussite de Mediapart, c'est que si on avait fait le journal des cofondateurs, ça n'avait pas d'intérêt. Ça a été de dire, on partira avec telle somme minimum, avec une équipe de 25 personnes correctement payées, qui n'ont pas de souci à se faire, avec la promesse qu'ils seront correctement payés pendant 3 ans. Et donc, là, je viens sur nous, notre projet, nos amis des jours le savent, nous, notre projet, les fondateurs de Mediapart, on devrait, je crois, arriver à le faire avancer cette année, c'est de créer une structure juridique nouvelle, sous la forme des fonds de dotation qui existent pour la culture, qui soit un fonds pour une presse libre, qui ait comme fonction première d'aider financièrement, matériellement, au développement de la liberté, du pluralisme, de l'information sur le numérique. Et qui est secondairement comme fonction, mais cette fonction secondaire va d'abord l'occuper, de racheter tout le capital de Mediapart pour le rendre dans une structure à but non lucratif, non cessible, non spéculable, inviolable, puisque nous, on ne veut pas vendre Mediapart ni s'enrichir comme ça avec Mediapart. Et donc, nous essayons de contribuer à ça. Mais en région, ça c'est un vrai problème, qu'il n'y ait pas plus de personnes qui se disent, je parle du financement, je ne parle pas de l'abonnement, je parle du financement, de dire, bon, moi, même s'ils vont me bousculer, me déranger, on a besoin d'un pluralisme de la presse, c'est une compétition utile, et je pense qu'il y a des entrepreneurs en région qui devraient se soucier de contribuer au développement de ce pluralisme de la presse. D'autres questions? Je ne sais pas. Il y avait eu monsieur, puis après il y a... Je vous laisse suivre les... Merci beaucoup pour d'abord cette conférence passionnante. Alors, je posais une question qui, au jour, est à Mediapart, alors qui va concerner une minorité de personnes ici, mais comme on est dans le cadre des rencontres de la francophonie, je me le permets, c'est l'accessibilité de vos sites, donc payants, à un public francophone, mais pas en France, et je pense notamment à l'Afrique du Nord et à l'Afrique de l'Ouest, qui ont des régimes notamment de contrôle de change, donc qui ne peuvent pas payer, faire de virements tout simplement et prendre d'abonnement, ou tout simplement parce qu'une majorité de personnes n'ont pas les moyens. Je viens précisément de Tunisie, où d'ailleurs c'est un pays qui est couvert par Mediapart notamment. Et je voulais savoir si voilà, vous n'aviez pas des offres, en tout cas dans les tuyaux, dans les cartons, des offres spécifiques pour ces pays qui ont peut-être, où des lecteurs ont peut-être moins de moyens. Alors, déjà, il y a un problème qui est très technique et qui tient aux cartes bancaires, c'est que les paiements par carte bancaire depuis certains pays sont interdits. Voilà. J'imagine que vous avez la même chose. Non, mais et ensuite, c'est vrai qu'on n'a pas d'offres spécifiques, mais la question que vous posez, elle est très importante parce qu'il y a un vrai problème économique. C'est bien de lancer des médias indépendants, mais on nous dit souvent, et moi, comment je fais pour me payer mon abonnement à Mediapart, mon abonnement au jour, plus mon abonnement peut-être au Monde, ça fait beaucoup. C'est vrai que c'est un problème. Alors,
On manque cruellement encore aujourd'hui d'un écosystème de la presse indépendante. Il y a des initiatives, par exemple la presse libre, où on peut s'abonner, on peut faire des offres groupées à plusieurs médias indépendants. Et nous, on a des tarifs spécifiques, des tarifs moins chers. Et ce qu'on essaie de faire, c'est chacun de nos articles, nos abonnés peuvent l'offrir gratuitement à quelqu'un. Ça nous permet de faire circuler nos articles et notre information. Vous posez une très bonne question. Hein. On est des médias francophones. Hein, je dis, et encore une fois, la langue est sans frontières. Et encore une fois, et dans ce moment qui est quand même le 25 ans du génocide au Rwanda, qui quand même nous concerne, je voudrais qu'on ait conscience que la langue française a un très grand avenir, par le dynamisme tout bêtement du continent africain. Et c'est là qu'est son avenir. Et c'est là qu'il se joue, hein, et pas uniquement dans des institutions, etc. Et donc, alors, ce problème existe, différentiel selon les pays. On peut plus s'abonner au Maroc. On a un partenaire au Maroc, le DESC. Hein, on a un partenaire Inkifada en Tunisie. Et puis, il y a le bouillonnement démocratique actuel, touchons du bois, algérien, qui peut... On est sur le terrain, on a des partenariats, etc. Et moi, l'année dernière, j'ai été en Guinée, au Mali et au Burkina. Hein, et on a ce bouillonnement avec toutes sortes de rencontres. Les 20 ans de Guinée News. Vous savez, la transition démocratique guinéenne a été faite avec les migrants sont des héros. Quelqu'un qui a fait tout l'enfer. Puis lui, il s'est retrouvé, il est inspecteur des douanes au Canada. Tiens, tout d'un coup, il se passe quelque chose dans son pays. La fin de la dictature, il dit « je dois rendre à mon pays ». Il sait faire du code, il a fait Guinée News, qui est le journal guinéen. Parce que le journal papier, il n'y en a pas. Je dis ça au passage pour dire comment le numérique est aussi moyen. Alors, ma réponse est toute simple. Tant qu'on n'a pas résolu ce problème qui est lié aux banques, hein, et en effet, taux de change. Premièrement, on avait initié ça, les jours le font aussi. On peut offrir un article à autant d'amis qu'on veut, et on peut offrir autant d'articles qu'on veut à autant d'amis qu'on veut. C'est un petit bouton rouge une fois qu'on est abonné à côté de l'article, c'est-à-dire le payant n'est pas un mur. C'est pour ça 160 000 abonnés, 4 millions de visiteurs. Bon, voilà, ça c'est un premier arme. Deuxième arme, un abonnement peut se partager. On a eu ce débat au début, est-ce qu'on limite le nombre de connexions sur un abonnement? Moi j'ai dit non. Donc l'abonnement, il est de 11 € par mois ou 110 € par an. Mais sur un abonnement, vous avez des amis de la famille d'un pays, ben voilà, l'abonnement peut être partagé. Mais par ailleurs, je suis on dirait un mauvais commercial, mais non, au contraire. Vous savez, depuis que Mediapart s'est créé, nous n'avons pas changé le prix de l'abonnement pour les petits revenus. Vous avez une petite retraite, vous êtes sans emploi, vous êtes étudiant, etc. L'abonnement est toujours, vous le trouvez, 5 € par mois, seulement pour 11 ans de Mediapart, ou 50 € par an. Moi, ma réponse, c'est que tous ceux qui ont des amis, de la famille dans ces pays-là, qu'ils les abonnent, c'est d'utilité publique. Très rapide, une dernière question, et je vous demanderai une réponse aussi rapide, parce qu'on est pris par le temps. Monsieur, qui est là, au deuxième rang. Très rapide. Hein. Oui, bonjour. En ce qui concerne la démocratie, c'est bien que l'information puisse toucher le plus grand nombre. Là, vous êtes des médias numériques, mais vous touchez un petit fragment de la population. Est-ce que vous pensez que par le jeu de la concurrence, vous pourrez finalement arriver à ce que les autres médias, les médias traditionnels, se remettent en question? Je voulais un deuxième point, c'était à propos vous avez parlé des guignols. Il peut y avoir des segments de liberté quand même sur des médias traditionnels comme TF1, parce qu'il y a Sécantelou et c'est une émission particulièrement irrévérencieuse. Comment est-ce que cette émission peut se maintenir sur un média comme TF1? Et dernièrement, vous nous aviez appâté en introduction. Vous nous avez appâté en introduction en disant que vous alliez nous parler de Vincent Bolloré qui a mangé Canal, et il n'y a pas eu de développement sur... Bon, mais... Alors, ça c'est Vincent Bolloré qui... je suis navré de faire, rapidement, de faire un petit peu de réclame. Donc les jours, il y a 111 épisodes consacrés à la façon dont Vincent Bolloré a mangé Canal+, au-delà de... C'est pour ça qu'on vous a appâté, en fait. C'est comme ça, vous allez aller voir les jours. Vous comprendrez qu'on ne va pas tous vous les réciter maintenant.
Mais oui, voilà, c'est une série journalistique qu'on a lancée, Raphaël et moi, au démarrage des jours et qui se poursuit encore aujourd'hui et qui compte 111 épisodes. Donc je vous invite à aller les lire. Et il y a un livre aussi, donc que. Et il y a un livre voilà. qui en a été tiré, qui s'appelle L'Empire, mais qui ne reprend qu'une petite partie. L'ensemble est sur les jours. Et sur le fait de toucher de plus en plus de monde, la démocratisation de tout ça, ouais, c'est une question aussi compliquée que le journalisme. On n'arrivera jamais, même Mediapart, je pense, à avoir 60 millions d'abonnés, mais. On espère. Ouais, t'as pas l'air. T'as pas l'air convaincu. Non, mais c'est un problème pour nous. Bon, Mediapart est beaucoup plus important que nous, mais c'est un problème pour nous. C'est le problème de se faire connaître. C'est le problème d'être repris par de plus gros médias. Et on ne peut pas les obliger à faire ça. Et on espère qu'on pourra faire changer les pratiques. Mais souvent, d'ailleurs, à l'intérieur des rédactions, pas forcément dans les directions, mais à l'intérieur des rédactions, les journalistes luttent. Enfin, on parlait tout à l'heure de BFM. Il s'est passé quelque chose qui est intéressant pendant au mois de décembre, vraiment au cœur des Gilets jaunes. Il y a les journalistes de BFM qui se sont rebellés contre leur direction sur la façon dont on les faisait travailler sur les Gilets jaunes. Ils nous ont raconté qu'ils avaient l'impression de n'être plus que des tuyaux. C'est quand même intéressant. Donc il ne faut pas désespérer des journalistes. C'est vrai qu'ils sont pris dans un système, et dans un système où on est obligé de cracher de l'info, et où, particulièrement sur les Gilets jaunes, il y a un phénomène de concentration qui fait qu'on ne voit que les violences, parce que c'est ce qui est spectaculaire. Mais il ne faut pas désespérer des journalistes, parce que les journalistes de BFM TV, au mois de décembre, ils ont fait la première AG de leur vie, justement sur ça. Je suis évidemment d'accord avec tout ce qui a été dit. Je veux juste dire voilà que non seulement toutes ces initiatives servent à donner du courage à tout le monde. Nous, on agit là où on est, hein, dans notre métier, et comme d'autres nous donnent du courage là où ils agissent, nous devons, je crois vraiment que l'époque appelle chacune et chacun d'entre nous à agir en son lieu, comme disait le poète Édouard Glissant, tout en pensant avec le monde. Mais juste, Hubert Beuve-Méry, que j'ai cité plusieurs fois, le fondateur du Monde, avait cette phrase, parce que toute aventure de presse, et c'était le cas de combat, aventure hélas trop tôt interrompue, est un combat, on se bat. Et Hubert Beuve-Méry disait « je les obligerai à nous lire ». Je les obligerai. Et qu'est-ce qu'il voulait dire? Il ne voulait pas dire obliger au sens autoritaire, il voulait dire se rendre indispensable par la qualité de ces informations. Et nous, ce qu'on voit, c'est de plus en plus de gens qui disent « pas toujours d'accord avec vous, là-dessus, mais vous êtes utile. Mais vous êtes utile. » Et là commence un dialogue, commence une rencontre autour d'un journal entre des gens qui ne pensent pas pareil, mais qui trouvent la même légitimité aux informations. Et du coup, ils bougent. Car la démocratie, c'est bouger. C'est ne pas rester assigné à résidence. C'est penser contre soi-même. C'est écouter l'autre. C'est échanger. C'est pas quelqu'un tout seul en bras de chemise, fût-ce une performance, qui fait les questions et les réponses pendant 7 heures. De qui parlez-vous? Merci à tous, merci pour vos questions.